Eh ben, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous pour présenter l'ouvrage. Je regrette que Laurine n'ait pas pu se joindre à nous parce qu'en fait, c'est un ouvrage qu'on a écrit à deux. C'est aussi un ouvrage collectif. Je vais revenir un petit peu sur la façon dont on l'a fait et aussi comment on l'avait pensé et aussi pourquoi on a voulu faire ce petit bouquin. Donc, pour vous dire un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu comment cet ouvrage il est né, comment on l'a fabriqué aussi, et puis revenir un petit peu sur son contenu, mais sans vous dévoiler tout, mais vous donner quelques pistes, qui, je l'espère, vous inciteront à aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce petit ouvrage. Donc, pour vous dire un petit peu, pour me situer, et puis aussi pour situer Laurine, donc on était toutes les deux, moi j'avais fini ma thèse en 2016 et elle a fini sa thèse en 2023 sur deux aspects un petit peu complémentaires de l'avortement. Moi, j'avais travaillé sur les expériences contemporaines d'avortement en France et au Québec. Et Laurine avait travaillé plus sur les formes contemporaines et résistances de la stigmatisation de l'avortement en France. Donc, on a décidé de se réunir pour notamment actualiser une initiative qui avait été déjà comme menée mais qui datait déjà, qui était l'ouvrage de Michel Ferrand et Marie Jaspard, qui datait déjà de 92. Et on avait cette ambition un petit peu aussi de déconstruire les préjugés qui attraient à l'avortement. C'était une manière un petit peu pour nous aussi de faire un bilan de la littérature, qui est une littérature... en fait, aujourd'hui, l'avortement est devenu un objet légitime de recherche, mais en fait, qui longtemps a fait l'objet, on va dire, d'une littérature grise. Donc, c'était important pour nous de réunir cette littérature-là et de la visibiliser. C'était des savoirs qui étaient un petit peu éclatés dans des revues pas toujours visibles. Donc, c'était important pour nous de remettre en évidence l'ensemble de ces travaux. Aussi, on avait l'ambition par ce petit bouquin d'ouvrir des pistes de recherche et des pistes d'investigation et des pistes de réflexion. Donc, on lance quelques perches au fil de l'ouvrage. Pour vous expliquer un petit peu ce livre, parce que pour moi, c'était la première fois que je publiais un ouvrage, on est allé prendre des conseils auprès de personnes qu'on connaissait, qui avaient déjà eu cette première initiative de publication d'un petit ouvrage de synthèse chez Repère. Et en fait, de fil en aiguille, on a décidé de mettre en place une méthodologie avec Laurine, de manière à ce que cet ouvrage ne soit pas un ouvrage seulement notre ouvrage, mais un ouvrage qui soit comme collectif, dans le sens où chacun des chapitres a été relu par des chercheuses qui étaient spécialistes de ces sous-parties. Donc, au fil de l'eau, en fait, ça a été un travail d'échange avec d'autres chercheuses. Donc, chapitre après chapitre, on se renvoyait la balle avec Laurine. Et puis, quand on avait un premier jet de chapitre, on l'envoyait à des autrices chercheuses qui, effectivement, avaient déjà travaillé sur ces sujets-là. Donc, au fur et à mesure en fait, de ces échanges, on a beaucoup de réflexions, raison pour laquelle aussi dans les remerciements, ça nous a tenu à cœur de visibiliser toutes les chercheuses qui ont contribué à cet ouvrage. Et aussi, on a voulu visibiliser nos évaluateurs et évaluatrices au sein de la maison d'édition qui ont bien eu la gentillesse de nous donner leur nom, de dévoiler leur nom suite au travail de relecture. Les choix qu'on a opérés dans cet ouvrage, c'était vraiment de partir d'une perspective féministe, d'une perspective critique. Quand je dis féministe, c'est féministe matérialiste, en apportant de l'importance tant sur le contexte socio-historique, mais aussi effectivement la dimension matérielle de l'avortement. On a voulu incorporer quelques éléments au niveau de l'international, des ouvertures, mais quand même majoritairement se centrer sur la situation française, puisqu'on a toujours l'impression que depuis la loi Veil, tout est réglé. Et nous, c'était important que finalement, on voulait vraiment mettre en avant que non, tout n'était pas réglé et il y avait encore des choses à questionner, à travailler. Aussi, c'était important pour nous de visibiliser tout le travail gratuit qu'il peut y avoir et tout le travail invisibilisé qu'il y a derrière l'avortement, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. L'ouvrage, voilà, on a eu quelques limites qui nous ont été posées par la maison d'édition, mais avec lesquelles on a essayé de faire au mieux, notamment les graphiques qui sont en noir et blanc, ce qu'on a un petit peu, qui les rend un petit peu moins visibles, mais on a essayé au mieux effectivement de les travailler de manière à ce qu'on puisse bien les lire. Et aussi, alors ça c'est un de nos regrets, mais on n'a pas réussi à imposer le point médian dans l'ouvrage, qui était une négociation qu'on a essayé de mener avec la maison d'édition. Cependant, on a féminisé dès lors qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, que ce soit dans les corps professionnels ou dans effectivement les personnes qui étaient concernées.
Les 2 premiers chapitres sont dédiés à la fois à mettre en perspective l'avortement, donc donner des repères historiques. Et le 2e chapitre est dédié à un petit peu à donner des éléments sur le cadre légal et la manière dont il a évolué. Pour revenir sur ces 2 chapitres, sur lesquels je ne vais pas trop détailler, puisque maintenant il y a une histoire un petit peu plus connue de ce qu'étaient les MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et la contraception, les différents collectifs qui ont porté malgré tout derrière un petit peu l'image de Simone Veil dans l'arène parlementaire. De plus en plus, on a visibilisé les collectifs et que nous aussi, dans cet ouvrage, c'était important pour nous. Ce qui fait que les encadrés, on a décidé, au lieu de faire des encadrés sur des grandes femmes de l'histoire de l'avortement, on a fait des encadrés sur les collectifs. Pour nous, c'était important de ne pas reconduire les biais dans la façon de produire de l'histoire de façon générale, et de plus mettre l'accent sur les collectifs que de faire une histoire des grandes femmes comme on a fait pour certains pans de l'histoire, une histoire des grands hommes. Aussi, c'était important pour nous d'aller, dans cette présentation historique, d'aller en amont de la loi Veil, puisqu'on a toujours tendance à faire commencer, entre guillemets, l'histoire de l'avortement quasiment au début des années 70, au moment où émerge la mobilisation pour la libération de l'avortement et de la contraception. C'était important pour nous de déconstruire un petit peu cette barrière et aussi, effectivement, de donner une perspective un petit peu plus longue sur ce qu'est l'avortement, de pourquoi, initialement, l'avortement, on avait tendance à refuser un petit peu de l'autoriser, notamment pour des questions natalistes qui aujourd'hui ont moins d'importance que ce que ça n'a eu par le passé, mais pour recadrer un petit peu de ces évolutions-là. Au niveau du chapitre 2, qui est en fait plus sur le cadre légal, ce qui est important pour nous, c'était comme de ne pas rester sur le droit, on va dire, officiel, et d'aller travailler un petit peu et d'aller appréhender le droit féministe, un petit peu à l'instar d'un courant, on va dire, du droit qui s'appelle les Critical Legal Studies ou Feminist Legal Studies, qui vise un petit peu à voir derrière le droit, en fait, qu'est-ce qu'il y a, et aussi de penser le droit en pratique pour en saisir ses limites. Donc, c'était une façon pour nous de ne pas juste faire un état des lieux, une lecture un peu froide du droit, mais de travailler un petit peu ces cadres légaux. Les chapitres qui suivent, en fait, sont dédiés à différentes thématiques un petit peu qu'on a voulu un petit peu organiser pour faciliter la lecture. Donc, dans un premier temps, on est revenu un petit peu sur ce qu'on appelle la division sexuée du travail procréatif. Notamment en réinscrivant l'avortement dans un continuum avec les différents modes de contrôle des naissances, dont la contraception. Cette initiative, on l'a eue en s'inscrivant dans la lignée des travaux de Nathalie Bajos et Michel Ferrand, notamment qui ont travaillé effectivement à comprendre un petit peu l'évolution du taux et du nombre d'avortements en France au fil du temps. En fait, on s'est aperçu, elles ont montré que finalement, après la loi, on a une légère augmentation du nombre d'avortements, mais que depuis quasiment 50 ans, le taux et le nombre d'avortements en France demeuraient relativement stables. En fait, historiquement, on a toujours pensé qu'en augmentant la couverture contraceptive de la population, on aurait logiquement une diminution du nombre d'avortements. Et en fait, ce lien de cause à effet, en fait, c'est une idée, c'est un préjugé, c'est une idée fausse, puisqu'on s'est aperçu que, en fait, il y a eu une évolution effectivement d'une diminution du nombre de grossesses non prévues, mais en fait, comme il y a une reconfiguration des normes qui encadrent la maternité, de ce qu'on appelle la bonne maternité sur laquelle je vais revenir, et bien en fait, les femmes avortent plus souvent en situation de grossesse non prévue. Quand je parle de normes de la maternité ou de normes procréatives, c'est l'ensemble des normes socialement définies comme bonnes pour avoir un enfant. Aujourd'hui, on sait que les femmes et plus largement les couples pensent la venue d'un enfant dans certaines conditions qui sont d'autant plus difficiles pour certains groupes sociaux à rejoindre, c'est-à-dire une stabilité matérielle, un certain revenu, une stabilité, on va dire, affective et aussi professionnelle d'un couple, car encore aujourd'hui, les femmes ne pensent pas la venue, ou très peu la venue d'un enfant, en dehors d'un certain cadre, dont le cadre conjugal. Cette norme procréative, donc, elle nous a permis un petit peu de réfléchir, nous aussi, un peu à qu'est-ce qui était encore à travailler, notamment parce que si on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de population cible, ou de population, on va dire, qui serait plus sensible d'avoir recours à l'avortement. En fait, ça traverse l'ensemble du social, des femmes de milieux aisés comme de milieux populaires et de tranches d'âge très très variées. On est très loin du préjugé que seules les femmes jeunes avorteraient, puisque finalement la tranche d'âge où l'avortement est le plus important, c'est une tranche d'âge un petit peu plus avancée qui est assez proche de celle autour de l'âge de la première maternité,
en moyenne en France. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on s'est quand même posé la question, notamment parce que l'adresse avait sorti un chiffre sur le fait que les femmes des milieux plus populaires avortaient plus, ce qui nous apparaissait logique avec cette idée que c'est d'autant plus difficile quand matériellement on a moins de ressources de rejoindre cette fameuse norme procréative. Donc on a ouvert des pistes de recherche pour essayer de penser un petit peu qu'est-ce qu'il y avait encore à creuser, qu'est-ce qu'il y avait aussi à penser sur les déclinaisons de cette norme procréative. Et aussi essayer de replacer, on va dire, l'avortement dans un continuum de méthodes de contrôle des naissances, puisque finalement, il n'y avait pas d'opposition entre contraception et avortement. On voyait bien que, en fait, en plus, la plupart des femmes qui avaient recours à l'avortement se contraceptaient au moment où elles sont tombées enceintes. Donc là, on en arrivait à questionner aussi de ce que ça sous-tend en fait d'avorter et de se contracepter, et du travail qu'il y avait derrière et de la façon dont ce travail se répartissait entre différents groupes sociaux, donc entre les hommes et les femmes aussi. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, la question de la contraception demeure un travail majoritairement assumé par les femmes. Donc c'est là où nous, on parle de travail contraceptif et aussi de travail abortif, puisque même si les hommes sont prêts à s'engager auprès de leur conjointe, notamment pour les accompagner dans le temps de l'avortement, c'est encore majoritairement les femmes qui assument la responsabilité de la contraception. Alors, à la fois, on peut dire oui, c'est une façon d'avoir une autonomie, de s'émanciper, voilà, mais ça aussi pose la question de dans quelle mesure les hommes sont sensibilisés à la question du contrôle des naissances assez rapidement, et aussi eux ont une certaine autonomie sur leur potentiel procréatif. Tout à l'heure, j'ai souligné qu'il n'y avait pas de population à risque sur la question de l'avortement. Je voudrais revenir un peu là-dessus, dire qu'en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de population à risque, même si les femmes aux revenus les plus faibles ont plus souvent recours à l'IVG. Mais il y a des périodes de fragilité contraceptive. On s'est aperçu que les femmes avaient, à certains moments de leur vie, la difficulté à assumer ce fameux travail contraceptif, ce qui s'explique totalement, hein, c'est-à-dire un moment de maladie où finalement la question de la contraception arrive en arrière-plan. Une femme qui vient d'avoir une gastro-entérite, qui vomit, qui ne sait pas si elle doit reprendre sa pilule ou pas, ou à chaque moment où il y a des ruptures, on va dire des routines, c'est-à-dire des moments de deuil par exemple, ou des moments de rupture avec un conjoint. Ces périodes de transition en fait sont des moments où finalement on s'est aperçu que les femmes étaient plus susceptibles d'avoir une grossesse non prévue et donc d'avorter. Cette idée de travail abortif et contraceptif, on l'a réunie sous un terme avec une autre de mes collègues, Lucille Ruot, le terme travail procréatif, en s'inscrivant un petit peu dans la filiation des travaux des féministes matérialistes. Hein, donc je pense à celles un petit peu historiques, Christine Delphi, Nicole-Claude Mathieu ou Paola Tabé, qui ont à certains moments, alors je pense plus à Paola Tabé, utilisé le terme de travail reproductif. L'idée d'utiliser le travail procréatif par rapport au travail reproductif, c'était une volonté de montrer que ce qu'on a pendant très longtemps pensé comme le travail reproductif, ce n'est pas reproduire à l'identique, c'est véritablement quelque chose de créatif et aussi de quelque chose d'actif. Ce n'est pas un processus passif, effectivement, concevoir un enfant comme effectivement essayer de contrôler sa fécondité, c'est effectivement des choses qui nécessitent du travail, donc c'est-à-dire un ensemble de tâches coûteuses en temps, en énergie et même en argent qui sont nécessaires effectivement à la procréation ou à la non-procréation. Voilà. Cette notion, elle nous permettait un petit peu de donner à voir comment finalement de la contraception jusqu'à l'élevage des enfants traverser effectivement un processus de division sexuée du travail. Parler aussi de travail contraceptif nous a incité à aller voir un petit peu quelles étaient les normes en matière de contrôle des naissances de par le monde, pour essayer un peu de décentrer le regard, notamment parce qu'une des caractéristiques très fortes de la contraception en France, c'est qu'elle est fortement médicalisée et très pilulocentrée, ce qui fait qu'elle est aussi fortement féminisée. Ce qui n'est pas toujours le cas dès lors qu'on fait des pas de côté dans d'autres pays. Et en fait, du fait effectivement d'une certaine focalisation sur la pilule, les professionnels de soins ont tendance à mettre l'accent sur l'observance contraceptive, en disant il faut absolument qu'on informe les femmes de manière à ce qu'elles prennent bien leur pilule, tout en minorant tant certains éléments comme certains effets secondaires de la contraception, mais en minorant aussi le travail contraceptif, c'est-à-dire le travail que nécessite
de prendre un rendez-vous chez un médecin, d'aller à la pharmacie, de penser quotidiennement effectivement à prendre sa pilule. Alors, ça peut paraître très très simple, mais genre, on voit bien que même chez des patients qui doivent avoir un traitement régulier, cet exercice-là demeure bien plus compliqué que ce qu'on peut se représenter en théorie. Aussi, en fait, cette forte médicalisation et féminisation de la contraception en France, elle amène à aussi occulter la question de la fertilité des hommes. Notamment parce que les femmes ne sont pas fertiles de la même manière tout au long de leur cycle, là où les hommes sont fertiles quotidiennement. Donc, qui amène la question de, effectivement, la responsabilité collective, d'un partage, effectivement, de cette responsabilité en matière de contrôle des naissances. Et aussi, ça nous a amené à questionner la sexualité de façon, on va dire, un petit peu plus large. C'est-à-dire qu'en France, et comme dans d'autres pays, la sexualité tend à être réduite à une pratique qui s'avère être la pratique la plus fécondante, c'est-à-dire la pénétration vaginopénienne. En fait, on sait que dans la sexualité, il y a effectivement une diversité de pratiques. Cependant, les enquêtes sur la sexualité des Français, les grosses enquêtes qui ont été menées notamment par l'INED, montrent qu'effectivement, la sexualité est toujours pensée autour de cet acte qui, en fait, finalement, est le plus fécondant, alors qu'on pourrait penser une diversité et une valorisation d'une diversité de pratiques. L'idée de parler aussi de travail procréatif, de travail abortif, c'était aussi une façon de questionner la façon dont ce travail est réparti entre professionnels et femmes. Notamment parce qu'au cours du temps, l'avortement par médicament, donc ce qu'on a appelé le RU 486, la mifepristone, qui est un produit qui a été développé en France, progressivement est devenu la méthode majoritaire d'avortement. Pour rappel, pour avorter, il y a la méthode par aspiration, qu'on tend à appeler instrumentale ou chirurgicale, et la méthode par médicament. Aujourd'hui, on a plus de 70% des avortements qui sont pratiqués par médicament, qui pose aussi la question de la répartition du travail entre professionnels et femmes. En fait, c'est majoritairement aujourd'hui les femmes qui assument le travail lié à l'avortement, puisque elles n'ont plus besoin d'avoir recours de la même manière, ou du moins elles n'ont plus le choix de la même manière, c'est-à-dire, alors aussi qui pose la question de l'offre de choix des méthodes. Logiquement, en France, on devrait avoir toujours le choix entre la méthode par aspiration sous anesthésie locale et anesthésie générale versus la méthode par médicament. Cependant, on s'est aperçu au cours du temps que sur l'ensemble du territoire, si les femmes ont relativement accès à l'avortement, elles n'ont pas toujours accès à l'ensemble des méthodes. Ce qui fait qu'il peut y avoir à la fois une volonté d'avorter par médicament décidée par la femme, mais aussi un cadre de ce choix-là qui peut être un petit peu plus restreignant. Aussi parler de travail abortif, ça nous a amené aussi à penser la question de ce qu'on appelle du travail du care, de qui s'occupe un petit peu de qui à ce moment-là, et aussi de voir un petit peu que la répartition de la parole sur l'avortement se fait majoritairement entre femmes, mais aussi de la question en fait des différentes personnes que les femmes rencontrent dans leur trajectoire. Alors, quand on parle travail de care, il y a aussi quelque chose que nous, on a découvert sur le terrain, qui est une forme de psychologisation de l'avortement. C'est-à-dire, on tend à se représenter encore aujourd'hui l'avortement comme un drame, voire comme un moment difficile. Ce qui est un élément encore qui persiste dans les représentations et sur lequel moi j'avais travaillé dans le cadre de ma thèse pour montrer que en fait, les femmes peuvent vivre très bien un avortement, voire ça peut être aussi un moment d'empowerment, un moment où effectivement elles se sentent plus fortes puisqu'effectivement elles ont réussi à dépasser quelque chose qui leur apparaissait peut-être compliqué au départ. Mais généralement, quand elles vivent mal un avortement, c'est souvent lié au fait qu'elles avaient envie d'avoir un enfant, que la grossesse, elles souhaitaient l'investir, mais qu'elles n'avaient pas les bonnes conditions pour effectivement mener ce projet à terme. C'est-à-dire, quand je dis bonnes conditions, c'est possiblement leur conjoint ne voulait pas de cette grossesse, donc finalement elles ne veulent pas donner naissance à un enfant dans une situation de conflit, ou alors, en l'absence de solidarité conjugale, matérielle, elles ne peuvent pas avoir les bonnes conditions pour accueillir un enfant. Aussi, on s'est aperçu que même quand elles ont les bonnes conditions matérielles, ou du moins qu'elles peuvent seules assumer la naissance d'un nouvel être humain dans des bonnes conditions matérielles, on s'est aperçu que les femmes dérogent assez rarement au modèle de famille traditionnelle, c'est-à-dire avec 2 parents, considérant que c'est une condition sine qua non pour le développement du bien-être de l'enfant.
Aussi, parler de travail abortif, c'est questionner les inégalités abortives. Quand je parle d'inégalités abortives, c'est les conditions sociales de réalisation. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des disparités territoriales, comme on l'a remontré encore en 2022, comme l'a remonté encore en 2022 l'adresse, qui amènent les femmes à avoir des parcours d'avortement plus ou moins complexes. Pour donner une situation un petit peu archétypale, par la suite, moi j'ai travaillé sur les avortements en délai dépassé, donc au-delà du seuil légal français, où les femmes sont contraintes de partir à l'étranger, où les femmes ont très peu d'informations sur quelles sont les possibilités qui s'offrent à elles. On pourra discuter pendant le moment de questionnement sur les avortements en délai dépassé, qui est en fait bien loin de ce qu'on se représente en termes Enfin, voilà. Il y a tout un imaginaire autour de ces avortements au-delà du seuil qui pourtant sont très proches des avortements en deçà du seuil. Et on sait très bien, le comparatif avec le Québec montre bien que même en l'absence de seuil légal, les femmes avortent exactement dans les mêmes seuils. Même genre, à l'époque où moi je faisais ma thèse, c'était dans le délai légal qui était précédent, donc encore plus bas, car les femmes, en fait, quand elles s'aperçoivent qu'elles sont enceintes et qu'elles ne souhaitent pas cette grossesse, eh bien, elles engagent les démarches le plus vite possible, sachant que possiblement elles vont avoir des difficultés. Et même quand elles ont des hésitations, ce que moi j'avais découvert lors d'entretiens avec des femmes au Québec, elles engagent les démarches pour avorter, se disant qu'en fait, elles pourront éventuellement arrêter ces démarches-là si finalement elles décident de garder leur grossesse, mais par sécurité, elles s'engagent quand même dans ce processus-là. Aussi, alors ça c'est plus le versant de Laurine sur lequel je reviendrai très rapidement, mais c'est plus elle qui, à mon avis, aurait été la plus à même de parler de ça, puisque c'était vraiment elle l'objet de sa thèse. Il y a une très forte stigmatisation encore aujourd'hui de l'avortement, une stigmatisation qui peut avoir différentes raisons en fait. On sait aujourd'hui qu'il y a une recomposition des mobilisations anti-avortement qui sont condamnées dont les actions sont condamnées depuis 1993, depuis la loi Nertz, qui a formalisé un délit d'entrave à l'IVG. Loi Nertz qui a été étendue à l'espace numérique en 2017, où finalement, au-delà du délit d'entrave, la désinformation à l'IVG est aujourd'hui condamnée. Mais on s'est aperçu qu'il y avait une transformation du répertoire d'action des anti-choix, qui effectivement, des commandos anti-IVG des années 90, maintenant, sont très présents et ils font de la désinformation en ligne. Leur stratégie d'action a aussi évolué au cours du temps. Avant, il y avait effectivement une très forte mise en avant, du moins d'une forme de victimisation des fœtus, de cette représentation de l'avortement comme un crime. Aujourd'hui, leur stratégie tend à aller vers, à un petit peu emprunter à la rhétorique féministe en disant, en fait, c'est toujours un drame pour les femmes, il y aurait un syndrome post-avortement, alors qui n'a jamais été démontré nulle part. Et en fait, pour effectivement la santé des femmes, il vaut mieux prévenir ces avortements. Donc, il y a toute une évolution de leur argumentaire qui tend en plus à un petit peu se présenter comme, on va dire, pro-femme ou du moins allant pour la santé des femmes, qui cependant est toujours allé à l'endroit de leur autonomie. Là, je vais juste vous présenter rapidement les différents modèles de stigmatisation que Laurine a mis en valeur. Elle a bien montré que la stigmatisation peut être fondée sur différentes choses. Sur la question de cette question un petit peu de stigmatisation d'une sexualité qui ne serait pas légitime, notamment pour les jeunes femmes, où on ne leur reconnaîtrait pas effectivement cette question-là et le droit à une forme de sexualité récréative. Mais il y a aussi d'autres formes qui sont liées à des formes soit d'humanisation du fœtus, soit différentes formes de stigmatisation qui seraient liées au fait que les femmes s'écarteraient soit d'une norme de la maternité, soit d'une norme d'une sexualité légitime, différents éléments, soit même de modes de contrôle des naissances qui seraient plus légitimes, notamment qui s'éloigneraient de la norme contraceptive pilulocentrée ou du moins médicalisée et féminisée. La fin de l'ouvrage revient beaucoup sur les évolutions qu'il y a sur les postures des femmes qui tendent aujourd'hui à contester le stigmate et à résister aussi à ces formes de violence qui, effectivement, genre, au quotidien, les amènent encore aujourd'hui à invisibiliser une part du travail qu'elles réalisent pour avorter,
à se taire sur leur expérience d'avortement. Alors aujourd'hui, il y a une libération de la parole collective sur les expériences d'avortement, mais c'est jamais évident encore pour les femmes aujourd'hui de dévoiler effectivement un avortement, d'autant plus que c'est un deuxième ou un troisième avortement ou que c'est un avortement dit tardif. Il y a une très forte stigmatisation de ce type d'avortement et effectivement qui amène entre guillemets à silencier encore certains pans de l'avortement. Donc on a voulu revenir un petit peu dans l'ouvrage aussi sur effectivement les contre-récits qui se donnent à voir dans les productions culturelles, que ce soit dans les séries, dans les ouvrages, de manière à montrer qu'effectivement il y a derrière ces productions culturelles se joue aussi tout un jeu politique, entre guillemets, autour des représentations de l'avortement et donc de l'autonomie des femmes. Après, voilà, on a sorti ce petit bouquin, un moment un petit peu singulier. Nous, on n'avait pas trop prévu ça. Moment où a été remis en question l'arrêt Roe v. Wade aux États-Unis, donc qui permettait l'avortement, enfin du moins, qui autorisait l'avortement sur l'ensemble du territoire fédéral. Ça ne voulait pas dire qu'à l'époque, au niveau des États, il n'était pas restreint, mais c'était une jurisprudence qui était importante pour permettre l'avortement en Amérique du Nord. Qui a amené aussi une réaction un petit peu forte française, alors très symbolique, qui est la constitutionnalisation d'un droit des femmes, d'une liberté d'avorter. Alors cette inscription dans la Constitution, il faut rappeler que c'est quelque chose de très relatif et très symbolique, puisque le texte tel qu'il est présenté, il revient vraiment sur le fait que la loi définit les cadres dans lesquels peut s'exercer cette liberté garantie aux femmes d'avorter. Donc si la loi était amenée à changer, en fait, le droit des femmes à recourir à l'avortement pourrait être restreint. Cependant, c'était un message fort qui a été envoyé pour s'opposer un petit peu à ces postures rétrogrades et ces retours en arrière sur le droit à l'autonomie des femmes. Aujourd'hui, en France, il y a encore des freins à l'avortement dans le droit même. On parle encore de clause de conscience, où les professionnels peuvent refuser de pratiquer un avortement, ce qui est d'autant plus étonnant. Aujourd'hui, on demande aux patientes de respecter un principe de laïcité, là où finalement, du côté des professionnels, on accorde le fait que selon leurs croyances, ils puissent ne pas pratiquer un avortement, qui demeure encore un frein aujourd'hui. Alors, comme le montrent les travaux de Raphaël Perrin, cette clause de conscience, elle n'est pas mobilisée toujours de façon explicite, mais on sait qu'effectivement, certains professionnels tentent à ne pas pratiquer les avortements et à les déléguer à d'autres professionnels de soins qui travaillent à leur côté. Aussi, dans le petit ouvrage, on revient sur la question de la formation des professionnels de soins sur cette question-là. On sait que la question de la contraception et de l'avortement dans la formation médicale demeure très peu développée. Ce qu'avaient montré les travaux de Maud Gély il y a déjà un petit moment, mais que les travaux un petit peu plus actuels tendent à montrer. Alors, il y a des progressions, il y a des évolutions, mais il y a encore, dans la formation des professionnels de soins, du travail à faire autour de cette question-là. Et enfin, quelque chose qui est un petit peu la question qui s'impose toujours pour l'ensemble des soins, c'est la question de l'allocation des ressources dans le système de soins. On a eu un virage ambulatoire et une case de l'hôpital public qui a aussi des effets sur l'avortement comme sur l'ensemble des actes de santé et qui restreint un petit peu l'autonomie des femmes au quotidien. Ah oui, mais alors là, c'est difficile de choisir. Là, en fait, c'était marrant parce que je ne m'en souvenais même pas, mais on a conclu sur un élément qui était important, sur le fait que la sociologie de l'avortement continuait de soulever un ensemble de questionnements méthodologiques et plus largement épistémologiques. Dans cette phrase, on voulait souligner notamment le fait que, au début des années 80, il y a eu un des premiers dossiers de la Revue française de sociologie qui s'est intéressé à la question de l'avortement, qui a marqué un tournant en France sur le fait que l'avortement était devenu un objet légitime d'enquête, de travail, de recherche. Et en fait, à l'époque, il y avait des discussions sur une sociologie de l'avortement, est-ce que c'est possible ? Avec des discussions sur, en fait, parler d'avortement, parler d'interruption volontaire de grossesse, c'est pas la même chose. Parler de fœtus ou de produit de la grossesse, c'est pas la même chose. Et qu'en fait, le langage était fortement emprunté de positionnement dans cet échiquier politique pro-choix ou anti-avortement, anti-choix. Alors même, les termes sont un peu anachroniques, mais en fait, anti-avortement et pro-choix ou pro-autodétermination des femmes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on
Moi, je trouve que c'est un objet qui est fascinant parce que, à la fois, alors, je dirais qu'il s'ancre dans l'expérience des femmes. Et cet ouvrage est vraiment le résultat d'un travail de Laurine et moi qui était vraiment ce travail d'aller à la rencontre des femmes et d'écouter leurs expériences, donc à visibiliser des expériences invisibilisées, mais aussi il permettait de questionner beaucoup de choses sur le fait qu'on a l'impression qu'il y a des objets qui seraient neutres et qu'on pourrait traiter avec des mots sans prendre de parti. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'avortement, il montre vraiment que toute production est une production scientifique située et que finalement genre, donne à voir et éclaire par son caractère controversé effectivement que la production scientifique est toujours dans un contexte socio-culturel et socio-historique dont il faut toujours prendre en compte. Mais on finit sur l'ouvrage effectivement sur les batailles contemporaines qui continue d'être là. Et là, on clôture en ce moment avec Raphaël Perrin et Mireille Le Guen un dossier sur les oppositions contemporaines à l'avortement. Et je suis toujours un petit peu étonnée aujourd'hui de voir que... Alors, c'est une discussion qui nous a un petit peu travaillé, mais de voir qu'aujourd'hui, il y a des femmes politiques qui ont des postures anti-avortement. Enfin, historiquement, on a eu des personnes comme Sarah Palin, aux États-Unis. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge toujours, et notamment d'avoir vu qu'au Sénat, lors du vote pour effectivement l'inscription de l'IVG dans la loi, il y avait effectivement des femmes qui ont voté contre en fait un droit à l'autonomie de leur groupe social d'appartenance, de la classe sociale des femmes, ce qui, moi, m'interroge toujours encore aujourd'hui et qui montre qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui encore et pourquoi finalement même des femmes peuvent être porteuses d'un discours réactionnaire. Voilà.